Bienvenue à la Librairie La Liberté pour ce 6e entretien de la première saison de Quelques nuances d'auteurs de polar. Vous êtes très nombreuses et très nombreux ce soir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, on a vraiment moi, j'ai un grand plaisir et un grand privilège de rencontrer Joanne. Pour chacun des entretiens, j'aime bien qu'on fasse un peu le parcours professionnel de l'auteur. Ça nous permet souvent de comprendre les thématiques ou les intérêts qui se développent dans son œuvre littéraire. Alors, comme d'habitude, il y a des petites images qui vont suivre. Alors, au départ, tu es originaire de la Chine. Oui, bonsoir. Tout le monde. Oui. Dans la région de Montréal, tu as étudié, tu as fait un bac en art dramatique à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Ensuite, un certificat en vidéo de l'Université de New York. Oui. Et diplômé en réalisation de l'Institut national de l'image et du son. Également. Et ce qui explique que lorsqu'on présente Joanne, on dit, bien, Joanne, elle est réalisatrice, romancière, scénariste, parce que... Puis pendant 20 ans, comédienne. Et pendant 20 ans, comédienne. Tu as été comédienne dans une trentaine de pièces de théâtre, quand oui. On cherche un peu sur Internet, oui. Et dans des séries télévisées. Dans quelle forme? Moins à la télé, mais j'ai joué dans Des Dames de cœur, puis comment ça s'appelle, La Petite Fleur, voyons, Terre humaine. Puis, et d'autres petites apparitions, là, mais... Donc, tu étais scénariste. J'ai fouillé un peu sur Internet pour retrouver des images. Scénariste de Santa Maria, Diva et Séquelles. Oui. Séquelles, c'est une mini-série qui était adaptée de ton roman, Le Cri du J'ai cerf. écrit, oui, c'est ça, une série que j'ai adaptée du Cri du cerf, 6 épisodes policiers, là, que j'ai... à partir de mon roman, Le Cri du cerf. Ça, c'est des séries qui étaient diffusées à Radio-Canada à ce moment-là? Non. Séquelles, originalement, était diffusée sur Série Plus. Et quand elle a terminé son parcours sur Série Plus, elle a été achetée par Crave. Quand elle a terminé son parcours à Crave, elle a été achetée par Netflix, puis elle est présentement encore sur Netflix. Ah oui. Tu as été également metteur en scène. Oui. Metteur en scène. J'ai relevé, par exemple, merci beaucoup, Jacques Normand et sans protection, oui, des vrais hommes. Moi, ça me dit absolument rien. Mais ça, c'est le duo comique Bernard Fortin et Patrice Lécuyer. Ça, j'étais metteur en scène et auteur sur les deux. Et Des vrais hommes, c'est une traduction d'une pièce de théâtre canadienne-anglaise, bien sûr, qui s'est présentée en théâtre d'été, dont j'avais fait la mise en scène. Et tu as été aussi réalisatrice. Réalisatrice oui. de Emma, oui. De La Dernière Pomme. La Dernière Pomme, c'est un court-métrage oui. qui a gagné un moyen-métrage qui a gagné un prix à Tunis. Étonnant, hein, au Festival de films de Tunis. Mais c'est un moyen-métrage étudiant, parce que c'est le dernier film que j'ai fait en sortant de l'Institut national de l'image et du son. Et puis, Sans titre et auteur libre, c'était une émission qui était à Télé-Québec, si mon souvenir est bon, puis c'était des émissions littéraires. Okay. Et j'étais réalisatrice coordonnatrice là-dessus. C'était quelque chose. Et Emma, ça, c'est des heures dramatiques que j'ai réalisées. Et tu es romancière depuis 2005. Oui. Alors, on va parler d'une première série, la série de Kate McDougall. Oui. Hein, il y a dans cette série-là Le Cri du cerf qui a été publié en 2005. Mm-hmm. Tu as été finaliste à plusieurs prix avec Le Cri du cerf, Le Cercle des pénitents qui est publié en 2007. Ensuite, il y a eu Le Défilé des mirages en 2008, Vanité en 2010 et Eau-forte en 2012. Oui. Parle-nous donc un peu de ce personnage, comment il est venu, parce que là, c'est une incursion tout de suite dans le polar. Là, oui, moi, j'ai commencé... Ça, Le Cri du cerf... Bon, j'étais déménagée à la campagne, je prenais une année sabbatique... pour fêter ça, je me suis cassé la cheville à 3 endroits. Alors, j'ai été immobilisée pendant plusieurs mois parce que j'ai eu 2 séries d'opérations. Et une nuit plutôt, où j'avais descendu tout le matelas en bas parce que j'étais plus capable de bouger avec les gros plantes et tout ça. Je me suis fait réveiller par un cri comme un vagissement. Et là, j'ai sorti mon gros spot, j'ai regardé à travers la fenêtre. Et c'était il y avait un coyote qui était en train d'égorger un chevreuil. Oui, c'est ça, je vois la grimace, mais ce qui est fou, là, vous allez comprendre comment ça marche un cerveau d'auteur.
Parce que j'étais là, je regardais ça, et tout ce qui m'est venu, c'est pas pauvre chevreuil, c'est le cri du cerf. Hey, ça fait un maudit bon roman policier, ça. Et c'est comme ça, j'en avais jamais écrit, et c'est comme ça, là, je me recouche, puis ça reste comme ça. Le lendemain matin, je me lève, rien à faire, hein, je suis poignée dans une chaise, je peux pas réaliser, je peux pas faire grand-chose. Je fais, bah, j'ai écrit 40 pages, je les ai envoyées chez Libre Expression. Une semaine après, j'avais un contrat d'édition. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu une chance inouïe. Tu sais, il y a du monde là, qui s'essaye pendant des années pour être publié. Et dans ces 40 pages-là, je vous dirais que les 20 premières, je pense, j'ai déjà regardé, ont jamais bougé. C'est exactement ce que j'ai écrit. Fait qu'il s'est passé quelque chose là, de toute évidence, grâce à cette pauvre victime qui s'est sacrifiée pour me donner une carrière d'auteur, je dirais. mais tu sais, c'est assez bête, là, le lendemain. J'ai fait, « Joanne, comment ça fait t'as pensé à ça? C'est effrayant. » Puis là, les images me revenaient, puis je trouvais ça horrible, là. Mais sur le coup, c'est pas ça qui est venu. C'était un titre de roman. Alors, donc, c'est là que j'ai... Fait que là, avec ce titre-là, le matin, j'ai fait, « OK, c'est quoi ça, le cri du cerf? » Et c'est là que j'ai développé toute l'histoire, parce que c'est un familicide. La base de la vie de Kate, elle est la survivante d'un familicide. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, j'ai tout développé une histoire autour de ce cri que j'avais entendu, de ce vagissement dans la nuit, là. Et c'est comme ça que j'ai créé cette série-là. Et j'ai créé une héroïne avec une question... tu sais, on dit toujours, il faut qu'il y ait une question, hein, qui court après quelque chose. Et c'est parfait parce que je pourrais écrire pour elle pendant 120 ans parce que c'est insoluble. Sa question, c'est pourquoi suis-je toujours vivante? Pourquoi est-ce que mon père m'a pas tuée? Tu sais, elle a beau avoir fait de la thérapie, tout le monde y donne des raisons, mais comment on survit à une question comme ça? T'sais, tu vois ta mère, ton frère se faire tuer, tout ça, puis toi, il s'en va, puis il te laisse là. Alors, tu sais, ça fait un personnage riche, mettons, avec beaucoup de problèmes. et les 4 autres histoires se sont enchaînées tout à fait naturellement. Oui, puis tu sais, moi, j'étais dans les cantons de l'Est. Mon roman est sorti, je pense, 1 mois avant le premier roman de Louise Penny. On était les premiers à écrire dans les cantons de l'Est, sur les cantons de l'Est. Sa carrière est beaucoup plus excitante que la mienne, mais parce qu'elle est anglophone, on s'entend. Mais c'était drôle, tu sais, que ça sorte en même temps. Là. 2 personnes ont eu l'idée. Et donc, comme je vivais dans les cantons de l'Est à ce moment-là, j'avais commencé à vivre dans les cantons de l'Est, mais tous mes romans, par la suite de cette série-là, se passent dans les cantons de l'Est. Quand j'ai changé de série, ça se passait à Montréal. J'avais besoin de changer d'univers à ce moment-là. Et la deuxième série, c'est la série Rinzen. Oui. Ça, c'est une duologie. Il y a juste 2 romans. Ouais. Ça, j'avais... après le 5e Kate, qui est assez horrible, dans le fond, j'ai fait, OK, là, j'ai besoin d'un peu de lumière. J'avais besoin d'un peu de lumière dans ma vie aussi, j'imagine. Et j'ai fait, bon, comment est-ce qu'on écrit un roman policier avec de la lumière? Très difficile, c'est noir, d'office en partant, et c'est là que j'ai eu l'idée de cette héroïne-là qui est d'origine tibétaine et bouddhiste. Et je me suis dit, sa lumière va venir de l'intérieur. Et j'ai voulu l'accoupler avec je voulais qu'elle soit avec quelqu'un aussi qui a une différence. Alors, son partenaire est gay, ouvertement gay, mais qui a un problème d'intimité. Mais en dehors de ça, il est ouvertement gay dans la police, etc. Alors donc, c'est comme ça que j'ai développé ça. J'ai beaucoup aimé faire ces 2 romans-là. D'abord parce que ça changeait. Ensuite, j'étais à Montréal. Ça a changé un peu le contexte pour moi, après avoir écrit 5 qui se passaient dans les cantons de l'Est. Et je sais pas, c'est zen. Il y a quelque chose de très zen dans ces 2 romans-là. Et ça m'a fait un bien énorme. Mais après, j'ai passé à autre chose parce que j'avais besoin de changement encore. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de changement. J'ai pas de routine, moi. Vous me demandez, avez-vous une routine? J'en ai pas. C'est pas fait de même. J'ai besoin que ça change puis que ça bouge. Ça veut pas dire que je peux pas revenir, par exemple, puis retravailler avec les mêmes personnages éventuellement, mais il y a un moment où est-ce que
je me souviens que Christine Brouillet me dit, je dis, comment tu fais, Christine? Je sais plus combien elle est rendue. Elle dit, Joanne, elle dit, ça paye mon hypothèque. Mais elle a raison, moi, ils payent pas mon hypothèque, fait que c'est sûr que je peux les abandonner quand je veux, mais quand ça paye ton hypothèque, non. Je comprends. Tu veux dire, c'est clair que, tu fais, OK. Je ne vais pas abandonner cette source-là, mais bon. J'avais vu quelque part que tu travaillais sur une adaptation télévisuelle de Rinzan ou c'était abandonné? Oui, bien, c'est ça. Ça a été abandonné parce que malgré tous nos efforts, on s'est rendu en développement, mais ils n'ont pas voulu amener ça en production. Et je pense que malgré leur désir tout le temps d'être multiculturel, c'était trop multiculturel pour eux autres. Parce que j'avais aussi des Mexicains, puis en tout cas, c'était très multiculturel, trop. Mais bon, on a fait un effort, on a essayé. Ensuite, j'ai classé ça dans des hors-séries, là. Oui. Wildwood. Ah oui, Wildwood, c'était entre les en Kate. 2014. C'est entre les Kate et Rinzan. Oui, ouais, c'est ça. Je voulais écrire un roman qui n'était pas un polar. Finalement, il a fini par avoir une enquête policière à l'intérieur. Mais ça, c'est un... Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est un roman qui... je voulais parler de mes parents. J'avais envie, mes parents sont décédés, bien sûr, là, mais je voulais qu'ils existent ailleurs que dans ma mémoire. Et moi, je suis allée à Wildwood avec mes parents pendant... 12 ans quand j'étais jeune. Alors, c'est un endroit que je connais. Mais, et donc, j'ai voulu parler de ça. Et je me suis commencé à penser, j'aurais été une jeune fille. Les lifeguards, c'est intéressant. OK, ça va être un coming of age story, là, voyons, comment ça se dit en français, un passage, un roman de passage, là, tu deviens adulte. Mais j'avais besoin pour l'histoire, de la façon que je développais ça, j'avais besoin de la confronter à la mort. Là, j'ai dit, tu vas pas faire mourir ses parents. J'écrivais le roman pour faire vivre mes parents. Alors, c'est comme ça qu'il y a finalement eu un cadavre dans le fond, mais c'est en toile de fond derrière l'enquête policière. En 2020, Le goût de l'élégance. Oui. Ben ça, c'est ça. Mais après Rinzan, j'ai eu vraiment... Bon, c'est une mauvaise période, ça, parce qu'en 2020, j'étais tannée de la violence sur les réseaux sociaux, tannée de... le monde sont choqués tout le temps. Il y a beaucoup, beaucoup de colère. On vit dans une société qui est très en colère, encore pire depuis la pandémie, on s'entend, mais mon roman est sorti juste avant que la pandémie soit déclarée. Mais c'est ça, j'avais envie de ça, et j'avais le goût de l'élégance. Et une journée, c'est comme ça, tous mes romans partent avec un titre. C'est un titre. Ça a commencé avec Le Cri du cerf. C'est un titre qui me dicte le roman. Puis c'est drôle parce que je pensais à Stephen King qui dit le roman, il est dans toi, laisse-le sortir. Bien, je pense que c'est ça qui arrive. Moi, quand un titre me vient, je fais OK, il y a un roman là. Et là, c'est comme trouve-le, mais il y a un roman. C'est comme un indicatif que j'ai un roman qui est prêt à sortir. Alors, donc, c'est ça qui est arrivé avec Le goût de l'élégance. Puis là, je suis allée voir mes éditeurs. J'ai dit, bon, là, ça c'est vraiment pas un polar. Est-ce que, voulez-vous embarquer là-dedans avec moi? Puis ils ont dit oui. Ils sont bien fins avec moi. Et c'est ça. J'ai écrit ça. J'ai adoré écrire ce roman-là. Puis j'ai mis là-dedans tous mes amours. L'amour des livres, l'amour des libraires, l'amour de l'écriture. Et c'est un livre sur la compassion, puis... la compassion, oui. C'est un livre sur l'empathie et la compassion. Et on arrive en 2024 oui. avec Fracture. Oui. J'ai lu Fracture. C'est un livre-choc. Oui. Oui. Fracture, après avoir écrit Le goût de l'élégance, je ne savais pas si j'avais envie de réécrire un polar ou pas. Le goût de l'élégance a eu beaucoup de succès. Et j'ai fait, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais dire quelque chose là, mais je me suis fait reprocher d'avoir dit ça, mais je vais le dire pareil parce que c'est moi ça. Moi, je suis de l'époque, je suis âgée, et le féminisme a un peu commencé quasiment, pas avec moi, mais pas longtemps avant, et
on a travaillé très, très fort, puis quand je regarde derrière, le constat que j'ai tout le temps, c'est qu'on a laissé les hommes de côté, et c'est pour ça qu'on n'a pas avancé plus qu'on a avancé en ce moment. Alors, j'ai fait, OK, on va aller voir du bord des gars, on va aller voir la souffrance des hommes. Et j'ai donc écrit un roman sur 3 hommes dans la quarantaine, début quarantaine, qui ont été abusés par leur coach de baseball à l'âge de 12 ans. Et c'est les conséquences de l'abus sur leur vie. Il y a une petite enquête policière derrière, en filigrane, je dirais, qui sert bien le propos parce qu'on comprend plusieurs choses avec cette enquête-là. C'était ça mon but. Mon but, c'était d'aller voir, d'essayer d'exprimer la souffrance des hommes dans un roman. J'ai eu tellement de commentaires d'hommes qui m'ont écrit et qui m'ont avoué qu'ils avaient été abusés alors qu'ils ne l'avaient jamais dit à personne, que j'ai fait « OK, ça avait une raison d'être. » Le roman avait... Il y a son public, tu sais. C'est pas le plus gros public là, de la planète, mais parce que c'est un tabou encore, puis les hommes n'en parlent pas, mais c'est vraiment touchant là, quand même. Quand tu entends... c'est très touchant. Le silence des hommes me touche énormément. Puis je me dis, comment est-ce qu'on les fait parler? Quand tu as écrit ce roman-là, est-ce que tu avais rencontré, parlé avec des hommes qui avaient vécu ce... Oui. Oui. Je me suis renseignée, mais aussi, j'ai des amis personnellement qui... C'est étonnant. Quand on creuse, là, il y a beaucoup de gens qui ont été abusés. Autant, tu sais, les femmes aussi, là, c'est comme moi, ça m'hallucine. Tu sais, je fais, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec les humains? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à nos enfants, à nos fils, à nos filles? Oui, c'est un garçon en particulier qui avait vécu quelque chose d'assez atroce et ça me tournait, tu sais, dans la tête, c'est tout ça. Bon, j'ai pas pris personne en particulier comme dans le roman. C'est une composition de tout ce que j'ai entendu. Mais j'ai fait de la recherche, j'ai parlé à psychologue, etc. Là, tu sais, c'est pas juste l'imagination, là. Mais, ouais, c'est ça. Je voulais m'intéresser aux hommes. En gros, c'est ça. À la douleur et la souffrance des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des personnages, les conséquences sont différentes. Hein? Oui. Ils ont tous le même secret. Oui. Mais ce que ça a comme conséquence dans leur vie, dans leur vie familiale, dans leur couple. Oui, c'est-à-dire que, bon, il y en a un qui est devenu un alcoolique fonctionnel, il y en a un autre... mais l'autre, on va comprendre plus tard, il développe une colère, mais c'est une colère sourde qu'il a gardée en dedans de lui pendant des années. Et le troisième, c'est un problème de sexe, d'hypersexualité qui malsaine, très malsaine. En fait, c'est un abusé-abuseur. Oui, effectivement. Et le tout nouveau, qui vient de sortir en librairie, Fatal, qui devait s'appeler Ravage. Ah, qui avait un autre nom aussi avant. Lui, c'est pas... Le titre qui m'est venu n'est pas le titre final. Parce que après l'avoir lu, je me disais, Ravage, c'était aussi significatif parce que... Oui, c'était très bon, Ravage, mais... Effectivement, il y a un Ravage... Avec la série télévisée qui sort en même temps, là, non. Oui, bon, c'est pour ça qu'on a arrêté les presses. Alors là, on passe d'un trio masculin à un trio féminin. Oui. Là, je suis revenue à mes premières amours. C'est un roman pour les femmes, en fait, mais... oui, bon, mais Fatal, c'est la même chose. Moi, j'ai cette espèce de... Je sais pas pourquoi, les gens me confient toujours toutes sortes d'affaires. Là. Des fois, je fais comme, non, too much information, je veux pas le savoir, mais j'ai naturellement, je sais pas trop. J'imagine que c'est parce que je juge pas quand les gens me content des choses, puis c'est pour moi, il y a rien d'effrayant sur la planète, là. L'humain est complexe et il faut accepter ça, la complexité de l'humain. Là aussi, dans Fatal, en filigrane, il y a une enquête policière avec les mêmes enquêtes. Oui, les mêmes. Oui, puis c'est un bureau de crimes non résolus, d'enquête non... comment on dit ça? D'affaires non résolues.
Ça, c'est la même chose. J'ai tellement de femmes qui m'ont conté leurs histoires où est-ce que tu fais, ben voyons donc, avec des pervers narcissiques ou des ultra-narcissiques, j'appelle, qui sont pas... on peut pas... Tu sais, ils sont pas dans le DMV, là, c'est pas une maladie mentale, mais les pervers narcissiques, c'en est une, c'est une maladie mentale. Et moi, je me suis servi de ça dans mon roman, c'est certain, parce que j'ai voulu prendre quelqu'un qui est à son maximum, qui est en période de crise, et qu'en période de crise, le pervers narcissique peut aller jusqu'à tuer l'objet de sa fascination. Alors, c'est pour ça que j'avais besoin qu'il soit un pervers narcissique, mais le roman touche à toutes les relations qui sont dans le spectre du narcissisme et des pervers narcissiques. J'en reviens pas, je fais, ben voyons, peut-être parce que les gens parlaient pas avant ou on diagnostiquait pas la relation qu'on a eue avec un homme, je le sais pas, mais c'est étonnant de voir à quel point il y en a des femmes autour de moi, puis des jeunes, là, je parle, une de 80 avec qui je parlais, puis une autre de 40, 45, 43, 37. Tu sais, tu fais... Puis là, il parle, puis là, tu fais, ben voyons, c'est anormal, la relation que tu as eue, ma belle, là. C'est pas une vraie relation, va-t'en pas là, là. Arrête ça tout de suite, là. Et c'est ça, j'ai fait, bon, OK, c'est de ça que je veux parler. Maintenant, quoi qu'il en soit, ça demeure un polar. C'est-à-dire que moi, j'aime cette forme-là. Voyons comment est-ce qu'elle s'appelle. Marie-Hélène Poitras qui m'a déjà dit, Joanne, qui m'a interviewé pour quelque chose, puis elle me dit, tu sais, Joanne, c'est convivial, la littérature policière. Puis elle a raison, c'est convivial. Moi, j'ai envie de m'adresser à un grand nombre. Tu sais, je pense pas que je vais gagner le prix Goncourt, là. J'ai jamais cherché ça. Je ris parce que je pense toujours à Martin Michaud qui disait ça au début. Moi, je veux gagner un prix Goncourt. Moi, ma mère était analphabète fonctionnelle et j'ai envie que le plus grand nombre de personnes possibles me lisent. Et pas que j'écris de façon simpliste, au contraire, mais j'écris pour essayer de me faire comprendre par le plus grand nombre. Moi, j'ai trouvé que ma mère avait eu une vie triste parce qu'elle était analphabète fonctionnelle. Fait que les livres, là, c'est important. Et je me dis, OK, si je peux, dans ma petite façon, réussir à attirer du monde à lire à travers mes polars, puis ensuite, peut-être leur montrer un petit peu quelque chose, leur apprendre un peu quelque chose, et leur donner le goût peut-être de lire autre chose plus tard, ou de lire quelque chose de peut-être un peu plus complexe ou un peu plus pointu, bien, tant mieux. Tu sais, c'est ma fonction, ça, dans la vie. J'ai pas une grosse fonction, mais c'est la mienne. Tu sais, on pourrait dire que c'est un peu des polars à caractère social, hein? Ah oui, depuis le début. Tu sais, ça a commencé avec un familicide, là. J'ai la maladie mentale, les sectes. Mais c'est sûr que moi, c'est ça qui me mène. Là. Je ne vais pas comment... Tu sais, mais... Tu sais, je pense qu'il y a une catégorie d'auteurs que l'intrigue et la façon de mener l'intrigue et les indices et tout ça, c'est plus important. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est une recette, ça. Tu sais, tu fais tu sais, bon, il faudrait mettre ça, il faudrait faire ça. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, quand j'écris dans le polar. C'est le phénomène social que j'analyse au moment où j'écris le polar. C'est ça qui m'intéresse davantage. Mais... je dis pas que l'intrigue est pas importante, elle est très, très importante. Là. On veut pas, je veux pas que les gens soient malheureux quand ils lisent. Là. Je leur donne, il faut qu'ils soient divertis. Ça fait partie de la fonction du polar. Puis le suspense, il se déplace dans le fond. Hein. C'est pas un suspense d'enquête, mais c'est un suspense sur le déroulé de l'issue de la... Dans le cas de Fatal, parce que c'est un thriller psychologique, c'est sûr qu'il y en a un. Ouais. Et aussi, moi, ma façon d'écrire, même quand j'ai écrit, parce que je posais la question aux gens, comment vous avez lu ça, Le goût de l'élégance? C'est un page-turner. J'ai une façon d'écrire, elle a la même, que j'écrive Le goût de l'élégance, il n'y a pas d'histoire dans Le goût de l'élégance. À peu près pas d'histoire dans Le goût. Il y en a une, mais tu sais, c'est pas... c'est une petite histoire, mais tu lis ça, puis c'est ma façon d'écrire. J'ai une façon d'écrire qui amène le lecteur de chapitre en chapitre en chapitre. Si on sort un peu de cette série-là, tu as fait aussi roman jeunesse, 7. Oui, 7. Celle qui voit.
Oui, Celle qui voit. Ça, c'est un paranormal. C'était un 7 à 77, comme je disais. On peut en parler, mais il devait y avoir une suite et j'ai mis fin à ça. Fait qu'il n'y aura pas de suite à ce roman-là. Mais j'ai beaucoup aimé écrire ce roman-là. Puis il a été beaucoup apprécié des jeunes qui me demandent encore est-ce qu'il va y avoir une suite. Et j'étais un peu mal, mais il n'y en aura probablement jamais. Parce qu'il y a trop d'autres projets sur la table. Puis il faudrait que je le fasse renaître ailleurs. Puis ça ne se passera pas. Tu as publié également des nouvelles. Oui. Dans Crime à la librairie. Oui. Comme tous les auteurs de polar. Pardon? Comme tous les auteurs de polar. Oui. 233 degrés centigrades. Oui, c'est le degré où le papier brûle. Oui. Un peu comme... Oui. Oui, comme Fahrenheit, oui. Dans Comme chien et chat, ça, c'est autre chose. C'est des nouvelles, on parle de nouvelles drôlatiques ou dramatiques, ludiques ou très noires, nostalgiques, de temps révolus et résolument tournées vers l'avenir. C'est intriguant. Oui, je ne sais pas trop c'est quoi cette définition-là. Je n'ai jamais lu ça. Moi, j'ai écrit une petite nouvelle là-dedans qui s'appelle « Comme un raisin sec ouais. ». Et c'est quelqu'un qui se relève d'une peine amoureuse, puis c'est son chat qui la fait revivre. Puis elle tombe amoureuse de son chat parce qu'elle ne veut pas finir avec le cœur comme un raisin sec. C'est pour ça que tu aimes... Oui, j'adore les chats. Ils m'ont sauvé la vie, d'ailleurs. C'est probablement ça que j'ai écrit. Je viens de penser à ça. OK. Dans un autre recueil qui s'appelait Pont, Pont au pluriel, là, Mini Victoria, en 2020. Oui, ça, c'est sous la direction de Christine Brouillet. Ouais. Ça, c'est intéressant. Puis là, c'est ma mémoire, mais c'est fait à partir de photos d'œuvres de lui, je me souviens plus de son nom. Mais c'est très... Si vous voyez le livre, vous allez trouver ça intéressant. C'est vraiment beau ce qu'il fait. C'est sur tous les ponts à travers le Québec, même aux États-Unis. Puis moi, j'avais choisi le pont Victoria, le petit pont à Montréal, et le pont du CN. Puis ça s'appelait Mini Victoria parce que la petite fille, elle s'appelle Victoria. Et ensuite, dans Montréal Noir, Journal d'une obsession. Ça, c'est une série, Montréal Noir. Une série avec... En anglais, oui. À l'origine, c'est en anglais. Oui, dans différentes villes dans le monde, là. Journal d'une obsession. Oui, ça, c'était intéressant aussi. C'est différent. C'est une écriture différente que j'avais faite là. On ne peut pas passer sous silence que tu as fondé le Festival international de littérature policière qui s'appelait Les Printemps meurtriers et avait comme sous-titre « Où l'on meurt de plaisir ». Ah oui, mon Dieu, je me souvenais pas que j'avais écrit ça. J'en ai fait des slogans dans ce temps-là. Richard Sainte-Marie me disait justement que vous aviez beaucoup de plaisir. Nous avons mouru de plaisir. Oui, j'avais créé aussi... Ah, ça, c'était drôle parce que... Il y avait un quiz et j'avais créé un martini, le Killer Martini. J'avais la recette, tout ça. J'avais créé ça pour le quiz. Ça, c'est très drôle, ça. Alors ça a duré de 2012 à 2016. Oui, il y a eu 5 éditions. Il y a eu 5 éditions. Et ça a malheureusement dû ça s'est terminé parce que je me suis considérablement appauvrie. Ça prenait 6 mois par année à le préparer. J'avais mis beaucoup d'argent de ma poche la première année. Puis à la fin, j'avais toute l'édition 2017 était toute faite, était toute programmée, j'avais tout l'argent, mais j'avais plus assez de personnel pour faire fonctionner le festival. Fait que j'ai dit à mon CA, j'ai dit là, c'est fini, on met la clé dans la porte. Alors... Ça, c'est ton amour de la littérature qui t'a amené à te lancer dans... Ça, c'est vraiment fou, hein, parce que l'année qui a précédé, ça a commencé en 2012, l'été avant, en 2011, j'étais dans une table ronde avec Louise Penny, justement, aux correspondances d'Eastman. Et je sais pas, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Je me suis toujours forcée comme ça. Je suis assise là, on parle, puis à un moment donné, je dis « Ah oui, en passant, l'année prochaine, à Knowlton, il va y avoir un festival de littérature policière, un festival international, je vous avertis, au printemps prochain. » Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, mais ça faisait longtemps que j'avais ça en arrière de la tête, mais tu sais, j'avais pas de... Je lance ça, il y a un journaliste dans la salle, de la Tribune, et là, je sais pas, il veut me voir après, je pense qu'il veut qu'on parle du livre, je me souviens plus c'était quel livre,
Et non, il veut qu'on parle du festival. Et là, je suis comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai parlé du festival. J'en reviens pas quand je pense à ça. Maudite folle. C'est ça. Alors, j'ai parlé du festival. Ça a fait la une du jour de la fin du week-end d'après, je sais pas trop quoi. Après, le devoir m'a appelé, puis là, ça a fait boule de neige, fait que j'ai été obligée de le faire. Mais là, c'est quelque chose, là, il fallait créer l'organisme à but non lucratif. En plus, il y avait un prix là-dedans, organiser tout ça. Il y avait un souper à la fin, plus tout le festival lui-même, où il y avait, la première année, je sais pas, c'était peut-être une douzaine d'activités. À la fin, on en avait comme 24 ou 25. Il y avait entre 12 et 16 auteurs par année, 2 à 3 invités étrangers. C'est une grosse affaire, finalement, avec un gros budget. Et ça, oui, mais moi, j'étais plus capable. Quand ça fait 5 ans, j'ai perdu ce monde-là. Et là, j'ai fait... Et aussi, j'avais perdu la directrice générale l'année d'avant. Je l'ai remplacée. La personne est décédée depuis. Là, je me suis rendu compte après qu'elle n'allait pas bien. Fait que j'ai été obligée de... J'ai demandé, veux-tu qu'on mette fin au contrat? Oui, merci. J'ai fait, bon. Alors, j'ai monté la 6e édition qui n'a jamais eu lieu toute seule. Et là, j'étais épuisée. J'ai fait, non, ça va faire, là. Faut que je gagne ma vie, moi aussi. Ouais. Là, on trouve pas grand-chose sur Internet. Hein? Quand on cherche, il y a 1 ou 2 articles de journaux. Non, puis maintenant... Vous aviez un site web, j'imagine? Oui, il y avait un gros site web. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est moi qui l'ai fermé. Pardon? Je l'ai fermé, le site web. Oui, non, je ne l'ai pas payé. Il faut payer pour ça. Non, j'avais un gros site web anglais-français, d'ailleurs. Ça te dit quelque chose, ça? Oui, ça, c'est le mot que j'ai écrit la première année. Oui, puis ça vient d'où, tu crois? Ah, de mon site web. Prix Ténébris, ben oui. Comment tu l'as trouvé? Moi, j'ai une formation d'historien. OK. J'ai travaillé pendant 40 ans dans le monde des archives. OK. Alors, quand on fait des recherches, quand on est historien, on essaie de trouver des archives. Ah. Et si je te disais que ton site web, il est accessible encore. Ah, du printemps? Des printemps? Oui. Arrête donc. Ah, Ouais. J'ai dû l'enlever de mes caches pour ça. Oui. En fait, il y a un organisme, je vais retrouver ma feuille, qui, depuis 1993, fait de l'archivage de sites web. C'est un organisme américain, en Californie. Les Américains font pas toujours... Ils font des belles choses des fois. Hein? Ça s'appelle Internet Archive. Arrête donc, toi. Et ils ont actuellement quelque chose comme 493 milliards de pages de sauvegardées. Wow. C'est stocké dans des serveurs en Californie. Puis pour être certain de ne pas perdre l'information, c'est dupliqué et c'est conservé en Égypte. Alors, et qu'est-ce qu'on trouve? Une page et de ça s'appelle Internet Archive. Ça fait qu'on voit à l'écran, là, vous voyez là, ce qu'il y en est. C'est très facile d'y avoir accès. Vous allez dans votre navigateur, vous cherchez Internet Archive au singulier. Il apparaît une page avec un bloc de recherche. Il s'agit de taper tout simplement « Printemps meurtrier » au pluriel. Oui. Et là, va apparaître cette page-là. Et tu vois, il y a une échelle de temps, du temps. Oui, et ce sont les captures qui ont été faites au cours des années. Et 2012, c'est peut-être celui qui est un peu moins complet. Bien, c'est le début. Mais à un moment donné, tu vas... En 2015-2016, tu vas retrouver l'ensemble de ton site avec les différents liens, les différents hyperliens qui permettent de revoir. Il était beau, hein? Ce qui fait que, tu sais, il reste encore des archives des printemps meurtriers qui sont en ligne. Moi, j'ai tout ça, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai mes propres archives, mais tu peux aller retrouver. Alors, oui. je monte à l'écran les différentes captures d'écran avec les la 5e année, ce qui était formidable, aussi, on avait fait des grands panneaux qui avaient 5 pieds par... En 2015, en 2016. Toutes les photos, bien oui. Puis, tu vois, il y a tous les liens là, sont là à gauche là, pour activer. Et... Excuse, bon, ça allait trop vite. Et 2016, il y a ton message là, qui annonce que le site... donc, c'est possible. Et j'avais trouvé également pour Alibi, pour à lire, parce qu'à un moment donné, à lire disait notre site, on l'a fermé, on ne le retrouve plus. Puis j'ai fait un article à un moment donné sur les éditions à lire, et je leur ai envoyé le lien. Le site au complet de Alibi est disponible sur Internet.
Internet Archive. Fait que tu pourras aller... Allez, peut-être que moi, j'avais aussi à mon nom un site, puis je l'ai fermé. Ah, mais ça, il y a des bonnes chances. Vous pouvez chercher. Moi, j'ai une entreprise qui a eu trois titres différents. Et quand on cherche les différentes versions, on les retrouve. Ah, c'est ça. Moi, je trouve que c'est fabuleux là, de conserver en mémoire des images de choses qui, à un moment donné, ont été obligées de fermer parce qu'on n'a plus les moyens de l'entretenir. Ben non, mais c'est parce que il faut que tu continues de payer. Mais moi, je veux dire, j'ai fermé l'organisme, tout, là, les livres, tout est fermé. Bon, ça fait que j'espère t'avoir surpris. Mais c'était la surprise. Ah, c'était ma surprise. C'est pas ce que je te réservais. Mais je suis sur... j'ai lu à quelque part, parce que j'ai évidemment préparé ces entretiens-là, je fais pas mal de recherches. J'ai lu qu'à l'âge de 11 ans, dans la bibliothèque de ton grand-père, tu avais découvert le roman d'Arsène Lupin. Et c'est ça est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût de... Bien, c'est-à-dire que c'était mon grand-père avait le genre de bibliothèque que beaucoup de Québécois avaient, c'est-à-dire une petite tablette avec 2-3 livres, là. Ça faisait comme bien d'avoir ça dans les maisons, tu sais. Et je sais pas trop, je me faisais garder par ma grand-mère, et mon grand-père aussi, c'est évident. Et je lisais, tu sais, j'ai toujours été friande de lecture, mais tu sais, à cette époque-là, moi, je lisais, tu sais, il y avait des images quand même, hein, ce que je lisais. Et là, j'avais rien, puis là, d'un coup, je vois ça, puis tu sais, il y a cette affaire, tu sais, vraiment genre roman de gare, là, il était tout jaune, puis il y avait une drôle d'odeur, puis j'ai pris ça, puis je me suis mis à lire ça, et j'ai comme capoté, là, j'ai fait « Wow, c'est tellement bon! » Et là, à partir de là, j'allais à la bibliothèque et j'ai tout lu. C'était Roule ta boule, Roule ta bille, toutes les séries là, qui étaient de cette époque-là. Et après, bon, les Américains sont rentrés, puis... oui, c'est-à-dire que mon premier livre sans images, parce que juste avant ça, j'avais reçu de ma cousine, qui était au cours classique, puis je l'ai perdu, ça, c'est dommage, mais un livre, des contes de Tolstoï illustrés. C'était de toute beauté. Alors ça, c'était des grandes illustrations. Et après, je suis tombée sur Arsène Lupin avec pas d'illustration et des mots qui me ravissaient. Qu'est-ce qui fait qu'un héros de polar est un bon personnage? Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence entre n'importe quelle forme de littérature. Un personnage, ça doit être multicouche. Il faut qu'il y ait une faille. S'il n'y a pas de faille, c'est pas intéressant. La faille, c'est ce qui nous révèle, c'est par où entre la lumière, comme disait si bien, je me souviens. Oui, merci, Cohen. Ça, c'est l'âge, ça m'arrive de parler en pointillé. Un personnage, les personnages m'intéressent, moi, s'ils ont plusieurs couches, s'ils sont gris, ils sont pas noirs, ils sont pas blancs, ils sont pas bons, ils sont pas méchants. Même mes méchants, à un moment donné, tu finis par comprendre un peu. Peut-être moins celui-là, mais peut-être moins celui dans Fatal, mais c'est la complexité qui fait qu'un personnage est intéressant. C'est qu'il soit complexe, qu'il y ait plusieurs couches. Et aussi, c'est qu'à l'intérieur du roman, que ce soit pas juste une ligne, tu sais, une ligne qui sert l'intrigue. Ça rend un personnage mince, tu sais. Il faut que ça sorte de l'intrigue. Il faut que ça déborde, qu'il y ait du contexte social autour. Parce que, tu sais, quand le personnage il fait juste servir l'intrigue, c'est comme une espèce de huis clos un peu malsain. T'es pogné là-dedans, puis des fois, c'est que ça devient comme irréel. Le personnage a besoin d'avoir plusieurs ancrages. Tu sais, quand j'écris le goût de l'élégance, c'est pas un polar, mais c'est la même règle qui est là-dedans. Là. Tu sais, mes personnages sont multidimensionnels. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose, t'es obsédé quand tu écris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que il faut continuer? Je suis obsédé en général, là, on s'entend. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je disais tantôt, je me lève le matin. Tu sais, moi, avec un auteur me dit « Oh, j'ai tellement peur, je sais pas, je vais avoir d'autres idées. » Moi, je me lève le matin, j'en ai 175, je sais pas quoi faire avec. Tu sais, c'est pas les idées qui me manquent, c'est comment... tu sais, t'as trouvé ton idée, là, c'est « OK, comment je vais l'exploiter? » C'est là que tu peux avoir de la page blanche. Pour moi, en tout cas, je vais être assis, je vais voyons, comment je le pense, ce roman-là? Ça va être quoi, le premier mot, la première phrase du roman? Tu sais, j'ai besoin de... C'est ça qui m'excite, moi. C'est cette partie-là qui m'excite.
Je suis obsédée par une idée, oui. C'est-à-dire que, tu sais, j'écris des scénarios puis j'écris des romans. Un scénario, là, je peux le prendre puis le laisser puis j'aurai pas de problème à revenir. Un roman, il faut que je m'y consacre. OK. Un roman, c'est comme une vague sur laquelle je surfe. C'est pas une obsession, c'est juste que ça reste là. Et c'est le beat total du roman. Tu comprends? Alors, quand je suis en train d'écrire un roman, il faut que j'arrête parce que j'ai d'autres choses. C'est long. À chaque fois, c'est long. Puis, tu sais, j'ai cette mauvaise habitude de toujours relire tout ce que j'ai écrit la veille. Fait que quand on est rendu à page 273, le matin, je me lève de bonne heure. Tu sais, moi, je suis capable de lire ça maintenant en 1h15, là. Parce que, tu sais, mais parce que j'ai besoin de cette vague-là, tu sais, sur laquelle je surfe et qui m'amène, j'espère, à bon port. Mais c'est différent. Par exemple, le scénario, c'est pas ça. Tu sais, le scénario, là, je m'en vais, OK, je vais faire ça. Je m'en vais souper avec des amis, je pense pas. Ça, je suis en train d'écrire ça, je m'en vais souper avec des amis, je suis pas là. Puis est-ce que les personnages t'alimentent? Est-ce que ou c'est toi qui as plein contrôle sur l'histoire? Ou... Oui, c'est moi qui ai plein contrôle. Ouais, moi, je suis pas de non. Moi, je suis pas de l'école, le personnage, il me dit quoi faire, puis tu sais, tout ça. Non, c'est moi qui dis. Non! Je le sais qu'il y a du monde qui... Tu sais, c'est pas ça. Donc, je dirais même, je crois pas à ça. mais je suis quand même, tu sais, ils sont en moi. Tu sais, c'est évident, là. Tu sais, il y a une part de moi dans tous les personnages, même dans le pervers narcissique. Sinon, je serais pas capable de l'écrire. Pour que les gens soient capables de s'associer au roman, d'avoir une empathie, de se voir dans des personnages, il faut qu'il y ait de toi dans le roman. Alors, c'est sûr, dans tous les personnages, il y a de moi trafiqué, changé, mais il y a de moi dans tous les personnages. Tu te censures pas, d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, quand je lisais Fatal, bon, il y a des... C'est très direct parfois, là. Puis, oui. Je me sens... Toi, tu parles, je sais à quoi tu penses. Mais... On va laisser découvrir. Oui, c'est ça. Mais, je veux dire, non, je me censure pas dans le sens que là, c'est important de dire les choses. Tu sais, c'est ça, la vérité de ça. Mais, sais-tu, dans le monde actuel, je me pose des questions. Qui sont des questions sur, est-ce que je vais me faire reprocher qu'il n'y a pas assez de... Tu sais, je veux dire, j'ai eu une seule critique négative de Fracture, puis c'était, là, les personnages féminins, ils n'ont pas assez de place dans le roman, puis tu sais... Mais c'était pas le c'est ça, je me suis dit. Mais tu sais, c'est fatigant, parce que c'est la tendance actuelle, tu sais. Là, c'est comme... Tu sais, si je voulais écrire un troisième Rinzen... Pourrais-tu écrire un troisième Rinzen ou dirait que je fais de l'appropriation culturelle avec quelqu'un qui est d'origine tibétaine? Tu sais, je veux dire, des fois, tu commences à dire, je dis, bien là, tout le monde, tu sais, la société multiculturelle, mais je suis blanche, ça veut-tu dire que je ne peux plus jamais écrire pour un personnage? Tu sais, tu fais, voyons, je le fais pareil parce que, un instant, là... Un instant, c'est ça, écrire. Mais ça fait rien, tu sais. Avant, je me posais jamais ce type de questions-là, mais maintenant, tu sais, j'ai comme un petit... Il y a comme un petit frein qui fait... OK, là, est-ce que tu t'aventures dans quelque chose ou est-ce que tu vas te faire, tu sais, taper sur la tête? Mais d'ailleurs, les 2 derniers romans, puis t'avais... Tu sais, ouais, c'est pour ça que j'écris ça. Tu sais, c'est très simple. Je vais vous le lire parce que je trouve que c'est mon credo. Oui, c'est vrai. La littérature doit émouvoir, éduquer, confronter, divertir, bousculer, choquer, amuser et, parfois même, par sa fonction de catharsis, guérir des blessures ou éclairer la route de la guérison. La littérature ne sera cependant jamais un safe place. Si vous êtes un lecteur sensible, si plonger aveuglément dans l'aventure d'un récit recèle des dangers pour vous, ce livre ne s'adresse pas à vous. Alors, ça apparaît dans Fracture également. Oui, c'est là que j'ai commencé ça. J'ai dit, parce que je ne veux pas... tout le monde est averti. Il y a des mots qui t'offensent, lis pas mes romans. Lis pas mes romans. C'est correct, je suis prête à perdre tous les lecteurs qui sont pas capables d'embarquer, parce que je pense que c'est ça la beauté de la littérature. C'est que tu embarques dans une aventure et là, ça va te choquer ou ça va te guérir, parce que tout d'un coup, tu vas voir quelque chose qui fait « Oh mon Dieu! » Tu sais, le cri du cerf, là, j'ai déjà une petite fille de 16 ans qui est venue me voir dans un salon. Elle tremblait, elle était avec son amie, puis c'est son amie qui a parlé à sa place. Elle a dit, elle a lu ce roman-là,
Et elle s'est dit qu'il y avait de l'espoir, qu'elle s'en sortirait. Et j'ai compris que sa mère avait été tuée par son père. Je suis restée sidérée parce que j'ai fait « Wow! » ça a une portée qu'on n'imagine pas. Et ça m'avais complètement... Je vais m'en rappeler toute ma vie. Je t'avais demandé si tu avais un objet fétiche quand tu écrivais. Tu m'as dit non. Mais tu m'as dit, par contre, j'ai mon chat Tom Tom. Oui. C'est une photo que j'ai prise sur ta page Facebook là, qui date de quelques années. Là. Est-ce que c'est un chat qui s'impose? Je ne sais pas si tu as vu dans le Simon's Cat. J'ai mis une petite vidéo à un moment donné sur Facebook là, où il y a un auteur qui est en train d'écrire. À un moment donné, le chat saute sur le clavier. Il déconnecte l'ordinateur. Non, il ne déconnecte pas, mais il saute sur mon clavier. Je suis en train d'écrire des coups. Je t'avais demandé aussi de nous lire un extrait, un texte que tu avais écrit. J'imagine que tu as retenu quelque chose du côté de Fatal. Ça va vous donner un peu le goût, sûrement, d'aller en savoir davantage. Oups! Je vais vous lire le début de Fatal. Parce que l'amour existe encore, malgré tout. 21 septembre 2005. La pluie froide et cinglante lui martelait le dos. Elle songea qu'elle aurait dû se couvrir avant de sortir dans la fraîcheur de ce premier soir d'automne, mais cette pensée s'éclipsa aussitôt, remplacée dans son cerveau par un signal de douleur si intense qu'elle crut en mourir. « Non, pas ici », tenta-t-elle de hurler, mais la violence de son mal lui coupant le souffle, un râle à peine audible s'échappa de sa bouche. Pliée en deux, les mains crispées sur son ventre, elle chercha à évaluer la distance qu'elle avait encore à parcourir. Comme un phare dans la nuit, les fluorescents de l'urgence de l'hôpital qu'elle apercevait de la fenêtre de leur condominium l'avaient conduite jusque-là. « Quelques pas et tu seras sauvée », s'encouragea-t-elle après avoir finalement recouvré ses esprits. En dépit de l'atroce souffrance qu'elle ressentait, elle chancela en direction de l'enseigne lumineuse. La blancheur criarde qui émanait des portes vitrées de l'urgence contrastait avec la noirceur de la nuit voilée. 2 adolescents l'invectivèrent en la croisant. « Hey, la weirdo, c'est pas l'Halloween, qu'est-ce que tu fais en robe de chambre? » Elle les entendit rigoler tandis qu'ils s'éloignaient en grandes enjambées sous la pluie battante. Aurait-il eu plus d'empathie pour cette jeune femme s'ils avaient remarqué le sang qui coulait le long de ses jambes? Peut-être. Est-ce qu'il reste encore des humains, eut-elle le temps de formuler, avant qu'une algie foudroyante lui arrache un cri atroce. Le sang giclait maintenant de son corps comme l'eau d'une conduite percée. Elle eut à peine le loisir de se demander si elle verrait un autre jour se lever, qu'elle s'écrasa au sol. Une dernière pensée, incongrue, lui traversa l'esprit avant qu'elle perde conscience. Si on meurt à l'équinoxe d'automne, est-ce qu'on renaît au printemps? Alors là, cet extrait-là, on est en 2005, donc sur des événements qui sont arrivés en 2005, et on va faire des allers-retours entre 2025 et 2005, oui, parce que l'essentiel de l'histoire se déroule 20 ans plus tard. Les flashbacks sont construits de la même façon, sont construits comme quelqu'un qui est victime d'un syndrome post-traumatique. C'est des odeurs, des sons, des mots. Et c'est comme ça que c'est construit. Fait que ça donne on comprend. Ils servent à... C'est pas tellement... c'est pas juste des trucs dans le passé, c'est qu'ils servent à nous faire comprendre dans le présent son état d'esprit. Comment elle est, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent. Est-ce que tu as des projets court, moyen terme? Je sais qu'il y a des projets que tu ne veux pas parler trop. Oui, j'en ai un dont je ne peux pas parler, mais ça se peut qu'il y ait un roman qui sorte au printemps prochain, mais qui est une affaire à part. Mais okay. Ça. Et j'ai le projet de... Bien là, j'attends des réponses de mon éditeur, mais ça devrait être correct, là. De faire une sixième enquête de Kate McDougall. Ah oui? Et oui, bien là, j'ai fait comme une espèce de petit sondage, puis j'ai fait, bon, moi, ça me tente de réécrire pour elle. Et j'ai mêlé 2 de mes passions actuelles, c'est-à-dire la Corée du Sud et Kate, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, on va avoir Kate, mais avec un petit détour par Séoul. Et là, j'ai ri parce que Yann Manouk sort un polar qui se passe en Corée du Sud. Je dis, bon. Ouais, c'est ça. J'ai tenté de me dire.
est-ce que tu joues à la loterie? Elle m'arrive, pourquoi? Oui? Ah, bon, super, ça. Ben, moi, je vais te faire jouer à une loterie, la loterie des côtés clairs et obscurs de la nature humaine. OK. Alors, j'ai un jeu de cartes ici. Alors, moi, je tire au tarot, hein? Les gens qui sont ici régulièrement savent un peu comment ça fonctionne. J'ai un jeu de cartes ici. Il y a 26 cartes avec des mots, des expressions. Il y a des cœurs, il y a des pics. Donc, le pic, c'est le côté noir. Le cœur, c'est le côté clair. Je vais te demander d'en choisir une de ces cartes-là et me dire qu'est-ce que ces mots-là évoquent en toi, ou cette expression-là évoque en toi. Alors, tu choisis là où tu veux. Information. Ben, il y en a trop. C'est ça que ça me dit, ça. Il y a trop d'informations, mais morcelées. Quand je pense à l'information, je pense à un problème actuel d'avoir les vraies données, parce que du fake news, ça inonde là, partout. L'intelligence artificielle fait en sorte qu'on ne peut plus se fier à rien. Tu vois une photo, je regardais, là, je faisais le tour là, sur YouTube, là, puis j'ai fait, il n'y a plus rien qui ressemble à quelque chose de réel. Fait que, où on la prend, notre information, aujourd'hui? Bon, ça, l'information, c'est le mal du siècle, hein? C'est ça, on a perdu... je m'ennuie des grands articles là, qui durent 5 pages, là, puis je m'ennuie des entrevues qui durent une demi-heure avec des gens sensés, des penseurs. Bon, on vit dans un monde où est-ce que les penseurs, c'est comme trop intellectuel, ça ne devrait pas exister. Fait que ça, c'est un autre problème, parce que ça prend du monde pour penser une société. Puis ça veut dire, j'aime beaucoup un plombier, mais il ne pensera pas la société à ma place. Je pense à le fameux Joe the Plumber des Américains, là. Mais... l'information, oui. C'est drôle, j'ai un projet, oui, c'est ça. Oui, j'ai 2 projets de série en ce moment que je développe aussi. Il y en a un que ça serait le fun si ça marchait, mais en tout cas. L'information, ça vous inquiète pas, vous autres? Moi, ça m'inquiète. Tu sais, tu lis, tu dis, voyons, mais les Américains, là, comment ils font? Ils s'en sortiront jamais. Je veux dire, ils ont juste les nouveaux... Ils vivent dans une chambre d'écho. Tu sais, qui est dirigé par leur président. Mais tu sais, on vit dans un monde... je ne sais pas comment l'information peut redevenir noble, tu sais. On a du chemin à faire. Oui, je ne le sais pas, puis je me dis, c'est important. Comment est-ce qu'une société où est-ce qu'il n'y a pas un vrai son de cloche, des chiens de garde, tu sais, on n'a plus de chiens de garde, là. Tu sais, c'est inquiétant, ça. En tout cas, moi, ça m'inquiète. C'est une des affaires que le matin, quand je me réveille, là, je fais bon, OK. J'aimerais te remercier d'avoir accepté cette invitation. Ben, c'est moi qui te remercie. Tout le plaisir était pour moi. Et surtout de te déplacer. J'aimerais te remettre un petit souvenir de ta visite à Québec. Tu as créé de nombreux personnages. J'espère que tu leur en prends bien soin, parce qu'il faut éviter qu'un personnage, à un moment donné, décide de tuer son auteur. Alors, c'est une fantaisie littéraire que j'ai écrite pendant la pandémie, qui parle d'un personnage qui n'est pas trop content de son auteur. Je vais lire ça avec plaisir, Michel. Tu découvriras pourquoi. Oui. Alors, ça me fait plaisir de te remettre ça en souvenir. Merci, c'est gentil. Je profite de l'occasion aussi pour remercier la librairie La Liberté qui nous accueille, Julie Collin, qui est responsable des événements, qui a accepté l'intégration de quelques nuances d'auteurs de polar dans la programmation de la librairie. Le personnel de la librairie qui s'occupe de tout l'aménagement, préparer une belle vitrine avec des livres que vous allez vous empresser d'acquérir, j'en suis certain. Dominique Lalande, qui est là-bas, qui nous donne un coup de main au niveau de la promotion. Richard Sainte-Marie, qui est là-bas, au centre. Oui, Richard, oui. Qui est pour l'enregistrement des entretiens. Et vous êtes venus vraiment en très grand nombre. C'est notre plus grande assistance depuis le début des entretiens. Yay! Alors, c'est bon signe. Merci à vous. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup. Et là, c'est le moment, par exemple, de vous précipiter sur l'étalage derrière et de faire dédicacer un exemplaire de Fatal ou d'un autre roman.